Maintenant, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yannick Gendreau. Yannick s'est récemment joint à Québec Océan comme membre adjoint. Il est biologiste à l'Institut Maurice Lamontagne, donc il travaille pour Pêche Océan Canada, et il est actuellement responsable du programme de caractérisation des écosystèmes côtiers pour la région du Québec. Alors, Yannick s'est intéressé à la biologie à l'Université de Sherbrooke, où il a fait un baccalauréat puis une maîtrise. Ce n'était pas dans le domaine aquatique, puisqu'il travaillait pour la maîtrise sur les chèvres de montagne. Et ensuite, Yannick a travaillé comme directeur des services multi-ressources pour l'Agence des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Il a effectué par la suite un retour aux études pour compléter un doctorat à l'Université du Québec à Rimouski sous la supervision de Dominique Berthaud, où il s'intéressait à la conservation dans le contexte des changements climatiques au Québec. Et durant ses études doctorales, il a acquis une expérience en modélisation. Donc, Yannick a aussi en parallèle rejoint le Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent, où il a été administrateur puis président du conseil d'administration de 2012 à 2018. Et il est actuellement sur le conseil d'administration comme représentant de Pêche et Océan sur l'Observatoire global du Saint-Laurent. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yannick qui va nous parler de son travail. Alors, bonjour, merci pour l'invitation, puis merci de me donner la chance de me faire connaître au groupe Québec Océan. C'est la première fois que je participe à une activité. Malheureusement, je ne pouvais pas être là à la rencontre annuelle qui a eu lieu le printemps dernier. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la caractérisation des écosystèmes côtiers, développement d'un programme gouvernemental, intérêt scientifique et application pratique. En fait, mon titre, c'est « Je cherche ici aujourd'hui à faire à la fois connaître mon travail comme biologiste au MPO, comme scientifique, mais aussi je vais vous montrer comment ça se passe comme en termes de gestion de projet puis de mettre en place un programme. En fond, l'idée, en discutant avec certains membres de Québec Océan, on a dit, Yannick, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui assistent à la conférence. Ça serait bien de démontrer à quoi peut ressembler ton travail comme fonctionnaire pour le gouvernement fédéral. Donc, moi, le programme sur lequel je travaille, c'est le programme sur les données environnementales côtières de référence, ou en anglais, le Coastal Environmental Baseline Program. Donc, voilà pour le nom du programme. Donc, il faut faire la différence tout le long de la présentation entre la caractérisation des écosystèmes côtiers, qui est un sujet qui m'intéresse, mais le nom du programme en tant que tel, c'est Programme sur les données environnementales côtières de référence. Donc, le plan de ma présentation aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter mon équipe et le programme, la mise en place, le fonctionnement du programme et les projets supportés. Je vais également vous présenter les projets scientifiques dans lesquels je suis impliqué. C'est que j'ai un projet sur les communautés benthiques de la zone médio-littorale face à un stress hypo-osmotique, comportement saisonnier des invertébrés benthiques. J'ai un projet en ADN environnemental et puis en télédétection. En conclusion, c'est que je vais vous parler des prochaines étapes, dans le fond, qu'est-ce que j'entrevois comme prochaine étape scientifique, la suite du programme, les applications de nos activités au MPO et des questions. Donc, dans mon équipe, il y a plusieurs personnes, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, je vais essayer de me faire... Bon, il y a Sandra Velasquez ici, qui est biologiste dans mon équipe. Sandra est là depuis le début du programme, puis elle est pas mal mon bras droit aussi pour le développement du programme. Elle travaille spécialement, elle travaille sur plein de choses, mais sur le projet d'ADN environnemental, c'est pas mal elle qui est la leader dans notre équipe. Après ça aussi, j'ai Julien Laliberté et Selima Ben Moustapha. Tous les deux travaillent en océanographie physique. Ce sont des spécialistes en télédétection. Et puis, également, dans mon équipe, il y a Kathleen McGregor, qui est postdoctorante, qui travaille sur un projet de comportement saisonnier des invertébrés benthiques. Il y a Marie-Valentine Loiseau, qui est une étudiante à la maîtrise. Je vais revenir sur le projet de Valentine également. Et il y a Caroline Vanier, qui travaille dans mon équipe et qui s'occupe beaucoup de la gestion des données. Fait que, voilà.
Donc, qu'est-ce que le programme sur les données environnementales côtières de référence? En fait, le mandat du programme, c'est de contribuer à la protection des zones côtières et des voies navigables au Canada. Pardon. Puis le but, c'est de documenter l'état actuel des écosystèmes côtiers et d'établir un partenariat avec les groupes autochtones, les communautés locales et d'autres partenaires afin d'acquérir des données pour la caractérisation des écosystèmes côtiers. En fait, le mandat, si je reviens sur le mandat, c'est beaucoup en réponse à une demande des groupes autochtones et des ONG en lien avec ce qui se passe sur la côte ouest, par exemple, si vous pensez au pipeline de Trans Mountain. C'est beaucoup en réaction à ça que le programme a été mis sur pied, entre autres. Puis le but du programme, c'est d'acquérir des données et assurer que ces données-là qu'on va récolter, qui vont être ramassées, ils soient disponibles pour tous. Fait que je vais revenir sur ces éléments-là plus tard. Mais pourquoi s'intéresser aux écosystèmes côtiers? Aussi, c'est parce que les écosystèmes côtiers jouent des services écologiques importants de régulation, d'approvisionnement et aussi c'est une importance culturelle pour plusieurs groupes. Et aussi parce que les écosystèmes côtiers, comme on le sait, il y a les changements climatiques qui ont un impact sur l'écosystème côtier. S'il y a des déversements, ça a aussi un impact sur les écosystèmes côtiers. Mais travailler aussi avec plusieurs partenaires, ça demande de tenir en compte de plusieurs points de vue. Donc, puis ça, quand on élabore un programme, c'est important de tenir en compte, d'avoir en tête qu'il y a différents types de savoirs, puis que les gens avec qui on va travailler, eux, arrivent avec un différent bagage. Bon, la plupart du temps, la plupart des gens, peut-être ici, vont connaître ce qu'on veut dire par le savoir scientifique. C'est un savoir codifié qui constitue la norme de référence pour expliquer la structure et le fonctionnement des écosystèmes. On a des savoirs locaux, autochtones ou paysans, aussi appelés savoirs traditionnels, là, qui sont non codifiés, c'est-à-dire que c'est peut-être pas ramassé de façon systématique comme intrinsèque, puis ils sont transmis oralement et par la pratique. Ils sont constitués d'observations, de croyances et de pratiques, justement. Puis, bon, il y a d'autres types de savoirs, comme les savoirs savants puis naturalistes. C'est que ça nous amène, quand on élabore un programme, à tenir en compte de ça, parce qu'on va faire face à différents types de données, donc. Mais aussi, il faut également tenir en compte de la perception d'utilisation des données. Comment ces données-là, les différents groupes vont vouloir l'utiliser. Ici, je vous donne un exemple qui est tiré d'un article de Kitoleli et Sato en 2016 sur la perception là, de la gestion des ressources côtières. Ils ont fait, en fait, pour ça, un sondage. Et puis, quand ils ont fait leur sondage, ils ont demandé aux Premières Nations, c'est quoi votre vision pour la gestion des écosystèmes côtiers? Là, eux, c'était surtout, la vision, c'était beaucoup le bien-être de la communauté, puis les données qu'ils vont utiliser, c'était beaucoup en lien avec le développement communautaire, la gestion et la restauration des ressources halieutiques, préserver la culture et les traditions locales. Quand ils ont interviewé les ONG, les ONG, leur intérêt, leur vision, c'est de contribuer à la conservation et au développement communautaire. Donc, conservation et durabilité, les gestions du littoral et des ressources, promouvoir la santé humaine et le bien-être. Quand ils posaient la question maintenant aux groupes universitaires et aux centres de recherche, évidemment, la vision, c'était plus en lien avec la recherche et l'éducation. Et puis, peut-être l'utilisation par la suite, environnement durable, conservation, puis influencer les politiques nationales et internationales. Puis finalement, quand ils ont parlé, quand ils ont interviewé les gens des gouvernements, c'était plus en lien avec l'élaboration de politiques et de la mise en œuvre de ces politiques-là. Il était question de gestion durable des ressources côtières, promouvoir la conservation et l'environnement, puis assurer la sécurité alimentaire. En fait, ce que je veux illustrer avec ce tableau-là, puis l'autre exemple d'avant, c'est que quand on se lance dans un programme comme ça, puis on va à la rencontre de partenaires, il faut tenir en compte que les savoirs sont différents, puis la perception des gens est différente. Ou des partenaires, je devrais dire. Maintenant, le programme, lui, comme tel. Le programme, c'est un programme qui a été mis en place au Canada sur l'ensemble du pays. Donc, il y a 6 sites qui ont été retenus, un à Terre-Neuve, un à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, le numéro 3
ici, c'est l'estuaire maritime, donc ce qu'on va parler aujourd'hui. Il y a un site à Iqaluit, il y a un site au port de Vancouver, puis un à Prince Rupert. Jusqu'à date, il y a 39 partenaires externes qui participent au programme. Et puis ici, là, vous avez une idée là, de la répartition là, de ces groupes-là. J'ai mis un lien pour ceux qui voudront y accéder après la présentation, un lien vers le site du programme, donc où vous allez avoir plus d'informations sur les projets en cours. Maintenant, le programme au Québec, dans le fond, le programme où on a visé ici au Québec, c'est l'estuaire maritime du Saint-Laurent. On s'est spécialement attardé, c'est un choix qui a été fait pour la région, dans la zone très côtière, entre 0 et 50 mètres de profondeur, ce qui donne un territoire qui donne 568 km de littoral, puis une superficie de 864 km². Pourquoi on a choisi ce secteur-là? Ben, il y avait un intérêt de travailler beaucoup avec les Premières Nations. Donc, sur ce secteur-là, il y a il y a 2 Premières Nations qui sont établies. Il y a la communauté, le groupe autochtone de Pessamit et la communauté de Escipit. Il y a aussi beaucoup d'activités comme des pêches côtières. Puis, on s'est intéressé à la zone 0,50 mètres parce que traditionnellement, il y a eu peu de relevés de fait dans cette zone-là. Souvent, les relevés océanographiques ont plus lieu dans le chenal ou dans le milieu du fleuve. Donc là, on focusait vraiment, on voulait amener les partenaires à travailler sur la côte. Comment le programme il fonctionne? En fait, ici, ce que vous voyez, c'est une photo de l'Institut Maurice Lamontagne. Et puis, dans le fond, il y a des gens au MPO et des chercheurs, des collègues à moi au MPO, qui ont des projets. Je vais en parler un peu. Et aussi, on a nos partenaires externes, comme je présente ici, Explonature, Comité ZIP, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'AMIC, le CITCO, l'UQAR et l'ISMER. Puis, parfois, les projets vont se faire soit indépendamment, mais ils peuvent aussi se faire en collaboration entre le MPO et un des partenaires ou en collaboration entre différents partenaires. C'est qu'on essaie vraiment de créer une dynamique de partenariat à travers le programme. Tous ces gens-là, en fait, vont collecter des données sur les écosystèmes côtiers de différentes façons. Et par la suite, ces données-là vont être transmises vers l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent. Ici, ce que vous voyez, DAISS, c'est une direction de gestion de données au sein du MPO. C'est-à-dire que les données qui vont être récoltées par le ministère vont transiter par la DASS, mais vont tout de même se retrouver à l'OGSL. Donc, le but du programme, comme je disais tout à l'heure, c'est que les données soient ouvertes à tous, puis faire affaire avec l'OGSL, ça permet aussi faire affaire avec un tiers parti. Donc, les partenaires, quand ils laissent les données à l'OGSL, ils ne donnent pas leurs données au ministère, puis, dans le fond, les données leur appartiennent, mais sont diffusées sur le site de l'OGSL. Je tiens à mentionner ici que l'OGSL diffuse les données également pour les 5 autres sites à travers le Canada. Et ici, je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça a l'air de la diffusion des données sur le site de l'OGSL. Donc, on a le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire. Ici, vous êtes sur le catalogue de l'OGSL, qui a déjà publié des jeux de données sur l'OGSL avant notre programme arrive, mais aussi maintenant, les nouveaux jeux de données qui ont publié, qui ont récolté depuis 2018, sont maintenant disponibles. Ce n'est pas tous les partenaires encore qui ont leurs données disponibles sur le site de l'OGSL, mais c'est quelque chose vers lequel on s'en va. Pardon. Donc, ici encore, je vous fournis un lien pour suivre, aller voir sur le site Internet. Donc, l'évolution du programme, c'est que le programme a été lancé en 2017, en juin 2017. Donc, la première année, on a travaillé à développer le programme. Au printemps 2018, on a commencé les premières signatures des ententes avec les partenaires. Il y a plusieurs ententes qui ont été signées à ce moment-là qui couvrent la durée du programme qui va jusqu'en mars 2022. Ici, j'ai marqué que c'était en continu parce que j'ai des ententes qui se signent aussi en cours de route avec certains partenaires. Donc, à l'été 2018, on a pu commencer la collecte des données pour les partenaires. Donc, il y avait déjà une entente de signer et aussi pour les gens du ministère avec lesquels on collabore. C'est que cette collecte de données-là se poursuit jusqu'à l'été ou l'automne, dépendamment des cas, en 2021, automne 2021, voire hiver 2022.
En printemps 2019, on a fait un atelier avec tous les participants. Pardon, à l'automne, on a eu l'implication de l'OGSL qui est arrivé pour nous aider avec la diffusion des données. Après ça, on a eu le coronavirus qui nous a un peu bloqué, ralenti comme tout le monde, mais ça ne nous a quand même pas empêché, là, dès le mois d'avril, de faire une formation avec les partenaires sur la gestion des données, ce qui nous a amené, dans le fond, à avoir les premières diffusions de données, comme je vous ai montré juste avant là, pour le comité ZIP, sur le site de l'OGSL. Donc, puis là, on prévoit que les données vont être diffusées jusqu'à mars 2022. Puis par la suite, ben ça, c'est la fin de notre phase 1 du programme. Et puis, la suite, après 2022, ben, il reste un petit peu à définir, mais je vais y revenir en conclusion. Donc, ici, vous voyez la liste des projets qui sont supportés par notre programme. Je tiens à dire que, spécifier qu'il y a des projets là-dedans qu'on supporte. On supporte tous les projets financièrement. Certains projets, on les supporte totalement financièrement, d'autres, c'est seulement en partie. Et pour certains projets, on est impliqué comme ministère, des fois dans la collecte des données, comme je vous disais tout à l'heure, puis d'autres fois pas. Donc ici, partenaires externes, caractérisation des habitats du littoral d'importance de la rive nord de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, c'est le comité ZIP de la rive nord de l'estuaire. En 2, on a la caractérisation de la macrofaune benthique en zone infralittorale rocheuse. C'est Explo Nature qui fait ce projet-là. Après ça, on a un projet sur la dynamique temporelle de la productivité des macroalgues intertidales du Saint-Laurent. C'est un projet qui est mené par Mathieu Cusson à l'UQAC. En 4, on a télédétection hyperspectrale des eaux côtières peu profondes avec le capteur WISE. C'est un projet qui est mené par Simon Bélanger à l'UQAC et sur lequel on travaille en collaboration avec Simon. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard dans mes exemples de projets scientifiques. Après ça, en 5, on a la caractérisation des fonds marins entre Tadoussac et Pointe-des-Monts à partir des données LIDAR acquises par le Service hydrographique du Canada. En 6, caractérisation de l'abondance et de la richesse de la diversité des poissons en milieu côtier avec des méthodes non extractives. C'est un projet avec Dominique Robert à l'ISMER. Patron de biodiversité spatiale des communautés de mysidacées, et de zooplancton avec Guéché et Pierrot Cadosi, Guéché Winkler qui est à l'ISMER. En 8, on a 3 projets dans le fond qui ont été réalisés par l'AMIC ou qui sont en cours. Évaluation de la biomasse en bivalve autour de la communauté de Pessanis, qui est un projet. Évaluation de la biomasse d'oursin vers l'embouchure du fjord de Saguenay. Et finalement, la caractérisation du marais de la rivière Bétianite. Pour le dernier projet, l'AMIC travaille en collaboration avec le comité ZIP de la rive nord de l'estuaire. Maintenant, je vous disais qu'il y a des projets à l'externe, mais il y a également des projets à l'interne. Donc, un des projets qu'on a à l'interne, qu'on supporte comme programme, c'est structure des communautés des poissons dans les milieux côtiers de l'estuaire maritime et écologie de la végétation aquatique infralittorale. C'est un projet de Marie-Julie Roux et de David Lévesque. Caractérisation des bandes laminaires à l'embouchure du fjord du Saguenay. Ce projet-là est complété. Ça a été fait par l'équipe de Rénal Bailey. Un autre projet de complété, ça a été à la première année, caractérisation des zones côtières de mélange et de leur effet sur la productivité. C'est Peter Galbraith et Marjolaine Blais qui est impliqué là-dedans. Caractérisation physico-chimique des panaches d'eau douce de Trois-Rivières, Manicouagan, aux Outards des Bétianites. C'est un projet en support à un autre, c'est ça, un projet en support qu'on a fait au développement du modèle de Denis Lefebvre sur les courants marins. Puis, en 5, on a évaluation de la biodiversité benthique et des caractéristiques environnementales dans la zone infralittorale et circalittorale de la rive nord de l'estuaire maritime. Ça, c'est un gros projet qu'on a avec Virginie Roy. En 6, développement d'une approche pour la caractérisation des espèces côtières à l'aide de l'ADN environnemental. Projet en lien avec le labo de Geneviève Parent, il y a Sandra Velasquez et moi qui sont impliqués là-dedans. Donc, je vais revenir sur ce projet-là tout à l'heure. Suivi du comportement saisonnier des macro-invertébrés benthiques à l'aide de la télémétrie. Je vais y revenir également tout à l'heure. Concentration de la chlorophylle mesurée par satellite. C'est un projet qui est mené par Julien Laliberté dans mon équipe. Il y a Marjolaine Blais et Michel Starr aussi qui ont été impliqués là-dedans. Caractérisation et validation de la végétation aquatique côtière de l'estuaire. Ça, en fait, c'est un projet où j'ai contribué très peu, mais où on est impliqué avec l'équipe de Christine Desjardins, c'est elle qui mène ça là, de front.
Serge Proulx, Mélanie Poirier, Valérie Massébon. Et là, je m'excuse, les gens ont changé dans ce projet-là, mais il y a plein de nouveaux collaborateurs qui sont joints à cette équipe-là. En 11, on a un projet mesurer les réponses des communautés benthiques de la zone média-littorale face à un stress hypo-osmotique. Donc, je vais revenir également sur ce projet-là. C'est le projet de mon étudiante Marie-Valentine. Donc, là, maintenant, je vous ai parlé de la description du programme. Je vais vous parler des projets scientifiques, quelques-uns des projets scientifiques qui sont réalisés par mon équipe. Voilà. Donc, le premier projet, c'est mesurer les réponses des communautés benthiques de la zone médio-littorale face à un stress hypoosmotique. Un stress hypoosmotique, dans le fond, c'est les changements de salinité. C'est un projet de Marie-Valentine Loiseau, qui est ici, donc qui est en co-direction avec Pierrot Calosi à l'UQAR, puis Mathieu Cusson à l'UQAC. Donc, il y a moi qui est impliqué dans ce projet-là, puis il y a également un surfeur, et c'est non, il s'agit de David Drolet, qui est chercheur à l'IML, qui est également qui vient en aide au projet de Valentine, là, surtout sur le volet à la salle des bassins dont je vais vous parler. Ici, sur l'image, dans le fond, on voit que avec les points en jaune, c'est les endroits, les embouchures de rivières qui ont été échantillonnés dans le cadre du projet de Marie-Valentine. Donc, l'enjeu ici, en fait, c'est qu'en 2017, quand on a commencé le programme, le comité ZIP de la Rive-Nord d'Estuaire me disait « Hey, Yannick, en 2017, il y a eu vraiment des gros relâchements d'eau des barrages aux Outardes puis de la Manique, si je ne me trompe pas, sur la Côte-Nord. » Les gens se demandaient quel apport ces apports en eau douce-là majeurs pouvaient avoir sur les communautés benthiques et les habitats, les écosystèmes côtiers, dans le fond, à l'embouchure de ces rivières-là. Puis dans le fond, le projet maintenant avec Valentine, c'est que notre but, c'est d'étudier les communautés benthiques de la zone littorale qui vont subir des variations de salinité plus fréquentes et abruptes que celles observées actuellement. Donc, je vous ai parlé des relâchements des barrages parce qu'il y a plus d'eau, mais aussi c'est parce que, dans le fond, à cause des changements climatiques, les pluies sont de plus en plus fortes, les inondations plus fréquentes, des périodes de sécheresse. Ça vient influencer toute la dynamique à l'embouchure des rivières. Puis on s'est intéressé à ça dans le cadre de ce projet-là. Donc, l'objectif du projet, c'est de mesurer la réponse des communautés benthiques de la zone médio-littorale face à un stress hypoosmotique, décrire les structures des espèces et les traits fonctionnels des communautés et des macro-invertébrés, des macroalgues benthiques le long d'un gradient de salinité, puis mesurer les réponses physiologiques, mortalité, taux de croissance, contenu calorifique de 3 espèces de mollusques face à un stress hypoosmotique. Donc, pour ce projet-là, ce que vous voyez ici, c'est que dans le fond, c'est une embouchure de rivière. Ici, c'est le Saint-Laurent. Donc, on a échantillonné, Marie-Valentine et les gens qui ont travaillé sur son projet, ils ont échantillonné dans des stress très élevés. C'est proche de l'embouchure, plus près de l'embouchure de la rivière, donc où l'eau était plus douce. Puis, s'en allait tranquillement vers une eau plus saline. Donc, il y avait 4 niveaux de salinité, stress élevé, moyen, faible, puis un site au niveau marin. À l'intérieur de ça, elle faisait 8 quadrats de 20 cm par niveau de stress en fonction des 5 estuaires qu'ils ont visités. Fait que les macrovertébrés ont été identifiés, comptés et pesés par classe de taille et d'espèce, puis les macroalgues ont été pesés par espèce. Puis il y a 3 plans qui ont été choisis aléatoirement par quadrat pour mesurer la surface foliaire, la longueur et la masse individuelle, donc les différents traits fonctionnels de ces espèces-là. Ici, ce qu'on voit, dans le fond, c'est les résultats préliminaires du travail de Valentine pour l'objectif 1. Ben, quand on regarde pour les algues, dans le fond, si on regarde la longueur des algues en centimètres, ben, on voit que quand le stress est élevé, la longueur est moins élevée que quand le stress est nul ou faible. Ici, de l'autre côté, ce qu'on a, c'est l'abondance des espèces, des macroinvertébrés benthiques. Et puis, on voit dans le fond que l'abondance est moins élevée quand le stress est élevé que quand le stress est faible. Par contre, il semble y avoir une différence entre faible et nul. Et comme tout ça, ben, c'est des projets en cours de route, ben là, on est en train de creuser un peu toutes ces questions. La deuxième partie, dans le fond, c'est un peu pour simuler le relâchement d'eau d'un barrage, si vous voulez, ou une grande arrivée d'eau douce, du moins, ce qui se fait en salle des bassins sur 3 espèces, sur la moule bleue, la littorine et les macomas.
Dans le fond, il y a 15 traitements. Chacun correspond à une durée d'exposition d'eau douce allant de 0 à 9 jours, donc entrecoupé de 24 heures. Donc, si je prends le cas extrême, 9 jours d'eau douce, 24 heures d'eau salée, 9 jours d'eau douce, etc. Sur les 3 espèces, les organismes sont récoltés dans 3 estuaires dans lesquels on a travaillé, que j'ai présenté précédemment. Puis, il y a 8 pseudo-réplicas par espèce et par estuaire. Ici, ce qu'on voit, c'est le montage, dans le fond, à la salle des bassins. Puis ici, on voit le système, dans le fond, qui a une arrivée d'eau douce ou salée, puis où on est capable de contrôler, dans le fond, pour chacun des bassins, l'arrivée en eau douce puis en eau salée. L'objectif de ça, c'est de mesurer la mortalité, la croissance et puis le contenu calorifique à la fin de l'expérience pour voir un peu c'est quoi l'effet de l'eau douce sur la croissance puis le comportement de ces animaux-là. Voilà, maintenant, je passe à un autre projet qui est le comportement des invertébrés benthiques. C'est un projet qui est mené par Kathleen McGregor. Donc, tous les résultats, toutes les choses que je vous présente dans ce volet-là, c'est le travail de Kathleen. Puis il y a Chris McKenzie, qui est chercheur à l'IML, qui est impliqué, qui est très impliqué dans ce projet-là. Qui restent là, qu'est-ce qu'ils font durant l'hiver? Donc, les objectifs, c'était de documenter les espèces, le déplacement des espèces entre les saisons ou durant l'année, documenter l'utilisation de l'habitat des espèces ciblées, puis à terme, ça va être faire de l'analyse des communautés et les patrons de distribution. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font là, dans ce cadre de ce projet-là. Je vous présente un échantillon du travail de Katie ici. Donc, ce projet-là a lieu à Godbout. Et puis, ici, ce que vous voyez dans le fond, ce sont tous les points verts que vous voyez ici, ce sont toutes des sondes acoustiques qui sont disposées de 5 mètres de profondeur à 40 mètres. Puis à l'intérieur de ce territoire-là, donc qui fait à peu près 2,5 km par 1,5 km, bien, on a marqué des individus. Donc, on a marqué des animaux, des oursins. Vous pouvez voir la tag ici. On a marqué également des buccins. Et des crabes. On a marqué 3 espèces de crabes. C'est des crabes communs. Je pense qu'il y a des crabes araignées. Puis on a également marqué lors de notre dernière sortie quelques crabes des neiges à plus grande profondeur. Donc là, ce que je vous présente, ce sont des résultats préliminaires. Donc, ce que ça nous permet de voir, ça, c'est ici, c'est que vous voyez le déplacement de 23 crabes communs là, sur une année. Puis on voit dans le fond qu'il y a une très grande variabilité. Et puis, c'est pas super évident sur le graphique parce que c'est des données pour plusieurs individus, mais il y a vraiment un patron où on observe plus les crabes dans les faibles profondeurs, vont aller dans les faibles profondeurs durant l'été. Et puis, durant l'hiver, on va les retrouver un peu plus, on va les retrouver en plus grande profondeur. Puis en fait, on peut voir que les habitats à plus faible profondeur, bien, il y a beaucoup de grands laminaires, des alarias, donc des habitats probablement un peu plus riches. Ici, dans une zone peut-être à 6 mètres à peu près de profondeur, je crois, 6-10 mètres, bien, on est plus dans un endroit un peu moins riche, peut-être qu'il y a de la gare. Puis quand on s'en va à 14 mètres de profondeur, bien là, vous voyez un peu la différence. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est un peu de voir comment les animaux se déplacent à travers tout ça. Ça ici, bien, on a également marqué des oursins. C'est le même exemple pour des oursins. Et comme vous pouvez voir, j'attire votre attention sur l'échelle. Ici, dans le fond, l'oursin, sur 1 an, c'est presque déplacé. C'est déplacé seulement sur une distance de 50 mètres. C'est un individu dans ce cas-ci. Là, si on grossit un peu ça, bien, ça nous permet de voir, donc, sur environ une 50aine de mètres, que l'individu s'est déplacé, oui, mais durant l'hiver, il ne bouge presque pas. Ce qui est intéressant en partie pour l'oursin, c'est qu'en commençant ce projet-là, l'idée était avancée par certaines personnes que les oursins peut-être faisaient des migrations entre les zones peu profondes durant l'été aux zones plus profondes durant l'hiver. Pour l'instant, nos indications ne pointent pas dans cette direction-là. C'est-à-dire que
oursins semblent pas mal rester au même endroit, si on veut, à l'année longue. Les conclusions, ben, à l'hiver, les crabes vont dans les zones plus profondes, pas nécessairement les oursins. Les crabes semblent utiliser les zones plus productives à l'été, puis les animaux se déplacent moins ou peu durant l'hiver. Prochaines étapes, marquer les étoiles de mer, puis peut-être travailler également sur l'utilisation à fine échelle. On a vraiment beaucoup de données sur la bathymétrie, les substrats, surtout le site qu'on a réussi à avoir grâce à un relevé multifaisceau fait par le CITCO. C'est que là, on va aller un peu plus loin dans nos analyses dans ce projet-là. Un autre projet maintenant, développement d'une approche pour la caractérisation des espèces côtières à l'aide de l'ADN environnemental. Dans le cadre de ce projet-là, ben, comme j'expliquais, c'est Sandra Velasquez dans notre équipe qui s'occupe pas mal de ce projet-là. On travaille en très grande collaboration avec Geneviève Parent, qui est responsable du laboratoire de génomique à l'INL. Puis il y a Audrey Bourret aussi qui travaille dans le laboratoire avec Geneviève, qui est spécialiste en bioinformatique. L'enjeu ici, c'était qu'il est difficile d'échantillonner la présence des espèces sur un grand territoire avec les méthodes traditionnelles et surtout durant les saisons froides. Donc, il y a un enjeu spatio-temporel. Notre but, c'est de développer une méthode de détection des espèces à l'aide de l'ADN environnemental pour certains taxons. Surtout on travaille jusqu'à maintenant surtout sur les invertébrés benthiques et les poissons, mais potentiellement, on pourrait identifier d'autres groupes le long de la Haute-Côte-Nord afin d'augmenter notre couverture spatio-temporelle. Les objectifs, encore là, je n'en ai nommé quelques-uns, il y en a d'autres. Générer des ressources génétiques pour l'identification des espèces côtières, développer une méthode de caractérisation des espèces présentes avec l'ADNE, puis à terme, on aimerait faire de l'analyse de communauté et des patrons de distribution des espèces. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la méthode d'ADNE, c'est qu'on doit faire un prélèvement d'eau. Ce prélèvement d'eau, il est filtré. On doit faire l'extraction d'ADN, l'amplification d'ADN. Après ça, on envoie ça à Génome Québec pour faire le séquençage. Nous, c'est un séquençage multibar coding, donc on ne s'intéresse pas à une espèce, mais on veut avoir une idée de l'ensemble des espèces qui se retrouvent dans notre échantillon. Mais ça, il y a le traitement bioinformatique qui est fait par Audrey à l'IML, donc les données nous reviennent. Puis, bon, l'analyse des résultats. Ce que je voulais surtout illustrer ici, c'est que ça prend plus d'1 an, passer du prélèvement jusqu'à l'analyse des résultats. Donc, c'est une méthode, c'est ça qui est un peu, qui n'est pas nécessairement longue, mais qui demande de la patience. Voilà. Jusqu'à maintenant, ben, on a fait nos relevés d'ADNE à même des projets où il y avait des relevés traditionnels. Donc, tantôt, je vous parlais du projet de Virginie Roy, là. Par exemple, dans le cadre du projet de Virginie, qui font un relevé à l'aide d'un chalut, ben, on est sorti, Sandra accompagne la mission, puis elle prend des échantillons d'eau pour l'ADNE. Donc, même chose pour le projet avec le comité ZIP qu'on a fait, même chose avec le projet de Marie-Julie, que vous voyez en rose mauve. Et après ça, caractérisation de la végétation avec David Lévesque. Puis sur le projet également que je viens de vous présenter sur le comportement là, à Godbout. Vous voyez, on a travaillé à différents endroits pour ramasser les échantillons d'eau, pour comparer à des méthodes traditionnelles. Donc, les résultats préliminaires, en fait, pour l'instant, c'est qu'en 2018, il y a 54 échantillons qui ont été ramassés dans 6 secteurs. Pardon. On utilise surtout les marqueurs 12S puis COI1 qui ont permis d'identifier 2 et 45 espèces présentes respectivement. Puis, dernièrement, on a fait faire des analyses avec le 12S, les fiches pour le 8 espèces. Les données de 2019 n'ont pas encore été traitées à cause de la COVID. Donc, tu sais, je vous parlais d'une durée d'1 an. Fait que là, normalement, au printemps dernier, on aurait dû être capable de traiter nos informations puis l'envoyer à Génome Québec, ce qui n'a pas été le cas. Ça devrait se faire dans les prochains mois. Donc, en 2019, on avait 64 échantillons sur 9 secteurs, puis en 2020, 140 échantillons sur 6 secteurs. D'autres réalisations, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce projet-là, c'est qu'on a surtout et beaucoup travaillé sur la méthodologie. Donc, on a travaillé beaucoup sur la filtration, l'extraction d'ADN, les séquençages, donc avoir des séquences de référence, etc. On a travaillé beaucoup aussi sur la mise au... Ben, c'est l'équipe de Geneviève, ils ont travaillé à la mise au point d'un laboratoire d'ADNE en limitant la contamination. C'est
un laboratoire qui est quand même assez unique au MPO. Il y a aussi le développement par Audrey d'un pipeline ou d'un code bioinformatique pour le traitement des données. Puis encore beaucoup plus, on a fait des tests à la salle des bassins, on a travaillé sur des séquences de référence. Donc, beaucoup de travail de développement et de méthodologie associée à ce projet-là. Prochaines étapes, c'est de comparer les données des inventaires d'ADNE avec les données traditionnelles. Aussi, quantifier la portée spatiale de nos analyses, c'est-à-dire quand on prend un échantillon d'eau à un endroit, est-ce qu'on caractérise la communauté à des dizaines de mètres aux alentours ou des dizaines de kilomètres? Puis éventuellement aussi, on peut s'attaquer au volet temporel, donc aller prendre des échantillons d'eau à différents moments de l'année. Aussi, on veut travailler sur le développement d'une approche statistique basée sur le nombre de réplicas pour évaluer la probabilité de détection. C'est-à-dire qu'au début, on prenait 1 ou 2 échantillons d'eau. Là, on va être très systématique à prendre 3 échantillons d'eau, puis à travailler sur les probabilités de détection, puis utiliser ça donc comme indication de présence d'une espèce. Au lieu de dire 0, 1, absent ou présent, bien, on va travailler avec une probabilité. Puis éventuellement, on voudrait faire l'étude des communautés. Donc, je passe au projet de télédétection. Comme je vous disais tantôt, en rafale, on travaille sur un énorme territoire. Hein, puis le territoire fait entre autres 864 km² de superficie. Donc, notre intérêt avec la télédétection ici, c'est de permettre de faire un suivi des écosystèmes à des échelles spatiales vraiment plus grandes, donc potentiellement sur l'ensemble du territoire. Si on parle de télédétection satellitaire, par exemple. Et puis, à des échelles temporelles différentes aussi. Donc, si le satellite passe plusieurs fois dans une année, théoriquement, on pourrait avoir de l'information à différents moments. Puis ça, bien, ça devient complémentaire à des informations aussi qu'on va sur des données de terrain. Donc, ici, je vais vous présenter un volet appliqué, exemple de la distribution de la chlorophylle dans le Saint-Laurent, puis un volet plus de recherche, là, exemple de la caractérisation de la lumière dans les eaux peu profondes. Donc, le premier volet, c'est appliqué, c'est la chlorophylle dans le Saint-Laurent. C'est que les produits de chlorophylle sont développés pour l'océan ouvert, ne sont pas fiables dans le Saint-Laurent. Donc, il faut développer des méthodes adaptées aux eaux riches en matières organiques dissoutes. Donc, ce que vous voyez ici, dans le fond, ce sont les données que Julien a traitées. J'ai oublié de mentionner, c'est Julien Laliberté qui travaille pour nous sur ces projets de télédétection-là, puis c'est l'IMA. Ça, ici, c'est le travail de Julien. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, on a eu un grand bloom record dans l'estuaire puis le golfe du Saint-Laurent. Puis ça, pour ce volet-là, dans le fond, Julien a traité les données puis il les a déjà rendues disponibles. Donc, un peu comme je vous présentais tout à l'heure pour le comité ZIP, c'est possible pour vous d'aller recueillir les données de chlorophylle pour l'estuaire puis le golfe du Saint-Laurent que Julien a traité. Voilà. Donc, je vous invite à le faire si vous en avez besoin. L'autre projet, c'est un projet, Julien est très impliqué dans le projet avec Simon Bélanger à l'UQAR sur le projet Wiseman. Puis ici, dans le fond, c'est un projet de télédétection qui a lieu, dont la mission de terrain a eu lieu à l'été 2018 sur la péninsule de Manicouagan. C'est que l'idée ici, c'est de repousser nos limites et nos connaissances. La lumière est nécessaire pour le développement des herbiers zostères. Puis on voulait savoir comment évolue la lumière dans les eaux peu profondes. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est de faire des mesures de télédétection puis comparer à des mesures in situ. Bon, si vous regardez le graphique, dans le fond, puis ici, j'ai fait un lien entre le substrat puis longueur d'onde, c'est que chaque élément du paysage, chaque composante du paysage, que ce soit la zostère, par exemple, le substrat, ça pourrait être des roches, a une longueur d'onde qui lui est spécifique. Et puis là, l'idée ici, c'est d'utiliser un capteur. En 2018, c'est un capteur hyperspectral qui était à bord d'un avion. Et puis là, le capteur, bien, lui, il prend une mesure, dans le fond, des éléments, des caractéristiques de l'eau et ou surtout du substrat et des éléments qui nous intéressent pour le caractériser. Par contre, il y a plusieurs inconnus parce que ce qui est mesuré par le capteur bien, est influencé par l'absorption et puis la réflectance. Ici, j'ai donné un exemple, comme il y a une partie dans le fond de l'énergie qui va être émise par le capteur, l'énergie est émise et retournée au capteur, c'est comme ça qu'il mesure. Mais il y a une partie de cette énergie-là qui est perdue par la réflectance. Quand ça rentre dans l'eau, il y a une partie
qui est perdu dans l'eau sont. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on mesure comme substrat en termes de télédétection, comme longueur d'onde, puis par exemple pour l'azostère, ben, comparé à des mesures in situ prises par des plongeurs. C'est que ça a été pas mal ça notre mission qu'on a faite en 2018 pour valider finalement les méthodes de télédétection, puis travailler sur le développement de ces méthodes-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a fait un projet sur le terrain. Ici, ce que vous voyez dans le fond, c'est une photo mosaïque du fond marin qui a été prise par un plongeur. Ça fait à peu près 20 mètres de long, ça par 5 mètres de large. Donc, il y a 40 mètres si on met les deux photos ici, là, bout à bout. Ce que vous voyez ici, c'est un gallon à mesurer dans le fond de l'eau pour point de repère. Puis, il y a des zones de zostère, il y a des zones avec du substrat qui est du sable. Vous voyez ici, il y a des moules. Puis, on voit également le jeu d'onde. Vous pouvez imaginer que tout ça, ça a une influence sur la longueur d'onde puis la lumière, puis comment ça peut venir influencer donc les mesures pour la télédétection. Dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on est allé mesurer avec un appareil sous l'eau, c'est quoi la longueur d'onde. Comme ici, on a une longueur d'onde dans le fond pour l'azostère, donc on sait que la longueur d'onde pour l'azostère se situe ici, alors que pour le substrat, ben, on a une autre mesure qui se trouve plus élevée. Donc là, on est capable de comparer, dans le fond, différents éléments de l'écosystème, puis comparer ça éventuellement à ce qui est mesuré par l'avion. Mais aussi, ce qu'on peut voir, et c'est ça qui demande beaucoup de travail, c'est que pour un même substrat, dans les deux cas, ici, c'est du sable, vous voyez, on a deux mesures différentes, puis c'est que dans le fond, ici, on voit un jeu d'onde qui vient influencer la mesure par rapport à un jeu d'onde qui est causé par les vagues. Puis ici, je vais vous montrer un peu c'est quoi que ça donne un peu l'effet de ce jeu d'ombre-là, puis de lumière qui a été mesuré par l'appareil lorsqu'il le mesurait. C'est que là, ce que vous allez voir, si ça fonctionne, c'est dans le fond, le plongeur prend l'appareil, il le remonte à la surface à peu près jusqu'à 2 mètres. Là, ici, c'est le gallon à mesurer qui agit comme point de repère. Là, le plongeur va laisser tomber l'appareil. Et puis là, dans le fond, à mesure que l'appareil va descendre dans le fond de l'eau, il mesure différents paramètres de longueur d'onde, donc des éléments, et puis jusqu'à temps qu'il tombe. Évidemment, il mesure en continu tout le temps qu'il descend. Tantôt, le graphique que je vous ai présenté, c'était une mesure qui était prise à 30 cm du fond. Donc, mais ça nous donne quand même un beau profil. Ça nous donne un peu un profil des mesures. Pardon, j'ai un peu de misère avec la vidéo. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne tout ça comme résultat? En fait, c'est que si vous regardez ici, ça, c'est une image qui a été prise par l'avion. Puis si on grossit, dans le fond, ça, c'est la bande qui a été mesurée par l'avion. C'est que ça, c'est un traitement du signal hyperspectral pour le ramener en image visuelle. Puis ce qu'on peut voir ici, ça, c'est la péninsule. Ici, c'est la Terre, dans le fond. Puis ça, vous en allez tranquillement au large vers l'eau. Vous voyez ici la plage, et puis tout en vert, les zones de zostère, puis on arrive même à voir un peu les vagues, puis déterminer les zones de zostère sous l'eau. Ça, c'est super intéressant pour nous pour arriver à détecter, éventuellement à suivre les ostérets, par exemple, puis tout simplement caractériser des écosystèmes là, sur l'ensemble de la côte. Je vais accélérer. Je passe maintenant un peu à... Ça me permet de faire un lien, cette diapositive-là, pour aller vers les prochaines étapes puis vers la conclusion. Un des volets qu'on veut développer, c'est de développer une cartographie des écosystèmes côtiers, infralittoral, substrat, végétation. Donc, il y a ce projet-là sur lequel Julien travaille avec Simon Bélanger, mais on a également un projet qui utilise le relevé LIDAR qui traite ce volet-là qui est fait par le CITCO, dans le fond, peut nous aider à caractériser les écosystèmes côtiers. Il y a aussi le projet de Christine Desjardins qui travaille en lien avec aussi avec le lab de Pascal Bernatchez à l'UQAR. Eux aussi, ils font des volets de caractérisation des écosystèmes côtiers. C'est que là, on regroupe un peu nos forces éventuellement, puis on aimerait profiter de ça pour développer une belle cartographie puis, des écosystèmes côtiers. Aussi, les prochaines étapes que j'ai, moi, comme intérêt comme chercheur, j'ai illustré ça ici comme en jaune, comme des points où on a été inventorié, des étoiles en jaune. Mais par contre, on ne sait pas nécessairement
C'est beau, nos inventaires sont à des endroits très ponctuels, mais on n'arrive pas à couvrir tout le territoire. À, à terme, ce que j'aimerais faire, c'est comme j'ai fait dans un programme, un projet avec Chris McKenzie en 2015, c'est d'utiliser, dans le fond, la modélisation comme les modèles de niche pour utiliser, dans le fond, ici, ce que vous voyez en rouge, c'est des données de présence d'espèces de crabes des neiges dans une zone de 0 à 40 mètres de profondeur. C'était voulu, le 0 à 40 mètres, c'était un but, c'était un objectif pour le projet là, de rester dans cette zone-là. Mais on voit que, dans le fond, les présences qui sont limitées en termes d'observation, mais lorsqu'on utilise la modélisation, on peut étendre éventuellement ces distributions-là d'espèces. Donc, le but qu'on pourrait avoir ici, c'est d'utiliser toutes les données qui ont été recueillies par les partenaires sur la présence des espèces, jumelées à ça aux données sur l'environnement et sur les habitats qui sont générés par télédétection, parce qu'on a besoin de ces données-là aussi de l'environnement pour faire les modèles de distribution. Donc, on pourrait avoir une idée de la répartition des espèces à plus grande échelle. Côté du programme, ben, les prochaines étapes pour le programme, lui, ben, c'est la phase 1 qui se termine comme je disais, se termine au mois de mars 2022. Est-ce qu'il va y avoir une phase 2? La réponse qu'on a actuellement, c'est oui. Par contre, où on va travailler dans les prochains mois, pour avoir une réponse d'ici un an, là, avant que mars 2022 arrive, savoir quelle zone. Est-ce qu'on continue à travailler dans la zone? Est-ce que les financements disponibles vont rester les mêmes? La durée, est-ce qu'on va travailler sur un bloc de 5 ans? Puis les précisions à ce sujet-là ben, devraient arriver au cours de la prochaine année. Je vous parlais aussi des applications pour les MPO, de tous ces outils-là. Ça en est un petit inventaire. Ça permet au ministère de développer de nouvelles techniques pour la caractérisation. Ces données-là aussi vont éventuellement être utiles pour la sélection de zones de protection marine, surtout en milieu côtier. Ça nous permet aussi de documenter les impacts des changements climatiques. Éventuellement, on pourrait faire de l'analyse de vulnérabilité, par exemple, s'il y a un déversement pétrolier. Donc, plein d'applications pour le ministère. Et puis, finalement, ben, je voudrais remercier tous les partenaires externes et leur équipe qui ont travaillé sur les projets. Puis, je tiens aussi je le fais peut-être moins souvent, c'est que j'en profite ici, puis de remercier tous mes collègues du MPO qui travaillent en appui à ces projets-là, c'est que ce soit les chercheurs, les plongeurs qui vont à Godbout au point mois de janvier, toute l'équipe là, qui ont été sur le projet avec Valentine, ça a été plusieurs heures sur le terrain, en ADN environnemental, toute l'équipe qui travaille au labo, là, vraiment, je tiens à vous remercier tout le monde là, parce que sans vous, ça serait impossible de faire tout ce travail. Alors, merci. On peut pas. J'ai terminé. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Yannick pour cette très belle présentation. Si vous avez des questions, mais vous pouvez allumer vos caméras puis les poser directement à Yannick. J'espère que le monde n'a pas trop de problèmes de connexion. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu parlais au début de ta présentation des différents savoirs entre les différentes personnes, entre des partenaires, des communautés, est-ce que, et les scientifiques, est-ce qu'il y aurait une utilisation de ces données-là qui sont publiques? Est-ce qu'après, elles vont être redistribuées et utilisées par le gouvernement, par les communautés pour améliorer leur politique, leur gestion locale? En fait, c'est le but du programme. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux avec le programme des écosystèmes côtiers. Après ça, les applications, l'idée de rendre les données disponibles puis via l'OGSL, c'est que tout le monde, peu importe leur intérêt, si je peux dire, différents groupes peuvent utiliser les données pour répondre à leurs besoins. Donc, les communautés autochtones, si par la suite ils ont des demandes dans un sens, ben oui, ils peuvent utiliser les données qu'eux, ils ont récoltées, mais je ne sais pas si des données sur le comportement saisonnier benthique des espèces peut répondre de leurs besoins. Ben, vous voyez, les données-là sont également disponibles pour eux, par exemple. Donc, on vise vraiment à rendre des données disponibles sur les différents écosystèmes puis pour les différents utilisateurs. J'ai une question dans le chat de Jean-Éric Turcotte. Le partenariat avec le comité ZIP de la rive nord de l'estuaire est-il reproductible avec les autres comités ZIP du secteur marin?
Ben, oui. Là, parce que ça a donné que comme j'ai présenté au début, c'est que le territoire qui était la zone ciblée pour l'étude, dans le fond, couvrait exactement celle du comité ZIP de la Rive-Nord de l'estuaire maritime. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres comités ZIP qui ont été impliqués dans le programme jusqu'à maintenant, là. Mais si on est appelé à changer de zone, comme je l'expliquais tout à l'heure, ben, cette zone-là, ben, le comité ZIP de cette zone-là pourra participer au programme. Une question de Brigitte Robineau. Concernant l'ADN environnemental, est-ce que la technique détecte seulement les organismes vivants? Non, elle pourrait détecter des organismes morts éventuellement, si je comprends bien. Puis c'est pour ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADN quand même survit pas très longtemps dans le milieu naturel non plus. Fait que, puis ça, c'est un des volets aussi sur lequel l'équipe de Geneviève puis les chercheurs en fait en ADN environnemental travaillent beaucoup, là, mais généralement l'ADN va survivre quelques heures, mais ça va dépendre des types d'ADN. Donc, on peut penser que ce sont des individus vivants qu'on mesure, des organismes vivants, qu'on détecte la présence, je devrais dire. Je vais renchérir sur la question. Est-ce que vous êtes certain de détecter tous les organismes avec cette technique-là? Non, non. Puis là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développement, en fait, sur ce projet-là. Puis ce qu'on voit, je ne suis pas spécialiste de cette littérature-là, mais quand même, ce qu'on a tendance à voir, c'est que ça devient plus une méthode complémentaire à des méthodes traditionnelles qu'une méthode qui pourrait potentiellement remplacer. Par exemple, il y a des études qui ont montré qu'il y avait entre un trait de chalut, par exemple, puis versus l'ADN environnemental, il y a un recouvrement de 20 à 13 %. Ça va dépendre des études entre les deux méthodes. Ils vont retrouver les mêmes espèces pour 20-30 %, 13 %, ça varie un petit peu. Mais chacune des méthodes, par contre, va détecter des espèces que l'autre méthode ne détectait pas. Fait que là, on est un peu en train de regarder ça de cet angle-là aussi. Ça va peut-être plus agir comme un complémentaire à une méthode traditionnelle qu'une méthode de remplacement complète de la méthode traditionnelle, si on veut. Mais il y a beaucoup de travail, je pense, ça dépend des espèces, des groupes d'espèces, puis tout ça. OK. Encore une question de Jean-Éric Turcotte. Travaillez-vous avec des ministères du Québec, entre autres, le CEGRIM cherche à bonifier ses connaissances en milieu côtier pour améliorer ses outils prédictifs d'intervention? Moi, je ne travaille pas avec le CEGRIM. Il y a des gens au MPO qui sont en lien avec le CEGRIM. J'ai fait allusion avec le projet là, de Christine Desjardins parce que les objectifs du CEGRIM se rapprochent un petit peu à un certain niveau là, du projet que Christine amène pour nous au MPO. Mais moi, je n'ai pas de projet avec le CEGRIM. Pas de partenariat éventuel avec les ministères ou provincial dans les prochaines années, même dans une phase 2 du projet? Ouais, c'est trop tôt pour se prononcer. On verra qu'est-ce qui va se passer avec la phase 2. Est-ce que la pandémie va avoir beaucoup d'incidences sur les différents projets, puis sur l'avancement de la collecte de données? Tu en as parlé un petit peu pour certains projets, mais est-ce que dans l'ensemble du programme, ça va avoir un impact Ben, on était assez chanceux, je dirais. Tous les partenaires, aux dernières nouvelles, ont été capables de sortir et de faire la collecte de données. Nous aussi, au ministère, on a eu des petits retards, là, mais l'essentiel du travail là, a été réalisé. Ça fait que pour ça, c'est super. Jusqu'à maintenant, là, pas trop de conséquences négatives pour nous. J'ai Lad Johnson qui va poser sa question. Oui. Juste Lad, bien t'assurer que ton micro est allumé pour poser ta question. Faire. OK? Oui. Merci Yannick pour le tour de force. Mais vous avez soulevé la question de la prochaine étape avec une zone différente. Donc, j'ai une question pour vous encore. Est-ce que c'est mieux de rester dans la même zone
pour avoir davantage, d'approfondir plus la connaissance qu'on a débuté là-bas, ou est-ce que c'est mieux de faire une comparaison ailleurs dans le Golfe, disons? Ben, la question est très bonne, puis évidemment, on se la pose nous aussi. Le programme, la façon qui a été pensé au départ, et là, ça ne reflète pas nécessairement toute ma pensée à moi personnellement, puis je vais faire la distinction, c'est qu'il a été designé pour faire un portrait d'un endroit. Puis on avait dit au départ, 5 ans plus tard, vous vous déplacez ailleurs, puis vous faites continuer à faire le portrait à d'autres endroits géographiquement parlant. Sauf que où ça me rejoint, je suis d'accord avec cette idée-là parce qu'il manque beaucoup d'informations, donc ça serait une idée serait une bonne idée de se promener. Par contre, pour des suivis des impacts et des changements climatiques, c'est ça quelque chose que j'ai quand même comme intérêt pas mal comme chercheur, c'est bien de rester à un endroit et de continuer. Puis déménager d'endroit pour certains projets, ça vaut peut-être pas nécessairement la peine. Si on s'en va, par exemple, on reste sur la Côte-Nord, puis on fait le secteur entre Port-Cartier puis Sept-Îles ou peu importe, puis on décidait d'étudier encore le comportement côtier des invertébrés benthiques, ben, je ne suis pas certain qu'on aurait une grande différence avec ce qu'on observe à Godbout actuellement. Ça vaudrait peut-être la peine de continuer ce qu'on fait à Godbout à ce moment-là, au lieu d'aller se répéter la même chose ailleurs, parce que c'est beaucoup d'investissement en temps et en argent là, à un moment donné. Tout ça. Pour répondre à ta question, on est en réflexion, puis j'ai l'impression qu'on s'en va vers peut-être une formule hybride. Mais je ne veux pas trop me compromettre, c'est-à-dire qu'on va essayer de manœuvrer, peut-être étendre un peu le territoire, mais conserver des projets sur certains dans la zone actuelle. À suivre. Par contre, ma parole vaut celle d'un autre pour le moment. D'autres personnes souhaitent poser une question à Yannick, profitez-en. On a le temps pour une dernière petite question, je pense. Question de gastronome de Brigitte Robineau. Le crabe commun est-il mangeable et pêché? Je ne suis tellement pas spécialiste. Je sais qu'il est pêché, mais je ne sais pas. J'invite les gens autour de la table à répondre à la question de Brigitte, s'il vous plaît. J'ai pêché, mais je ne me souviens plus pour quelle raison. Si c'est pour manger ou pour appât pour certaines pêches. J'ai un plan. Il faudrait voir sur les projets Manger notre Saint-Laurent si cette espèce figure au menu de Colombe Saint-Pierre ou de leurs partenaires. Est-ce que fourchette bleue, oui, effectivement, ça peut être une idée. Ouais. Est-ce que d'autres personnes souhaitent très peu pêcher, son plus grand prédateur n'est pas l'homme, mais le homard, effectivement. Oui. Merci Virginie. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question? Benjamin James? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ça y est, j'avais des problèmes avec mon micro. Du coup, je me demandais si on pouvait penser que les modèles développés pourraient être adaptés à des industries de la pêche en tant que modèle de prédiction, notamment par exemple pour le crabe des neiges. Non. Dans mon cas, non, mais il y a des gens qui travaillent, Cédric Juvillet, qui est biologiste chez nous au MPO, qui travaille, lui, à faire des modèles pour la pêche, pour établir les stocks là, pour le crabe des neiges. C'est toute une autre... il y a carrément ses missions puis ses méthodes de prélèvement pour en arriver à faire des calculs pour les tailles puis l'analyse des stocks. Moi, ce que je parlais plus ici, c'était peut-être une analyse de répartition. J'ai parlé du crabe des neiges, mais j'avais beaucoup aussi en tête des espèces peut-être non commerciales sur lesquelles on s'intéresse moins, mais qu'on aimerait avoir une idée. Par exemple, on va ramasser des moules bleus à l'embouchure d'une rivière. On se doute bien qu'il y en a partout sur la Côte-Nord, mais la modélisation permettrait juste d'étendre la répartition de la moule bleue à des endroits qu'on n'a peut-être pas été ramassés, puis on a une coordonnée GPS XY, mais qu'on peut quand même supposer qu'il est là, puis avec une probabilité de présence. C'est plus ça peut-être l'idée que j'avais en arrière de la tête. OK, merci. Si personne n'a d'autres questions, je vais remercier. Ah, si, une question de Marie-Karine Maltais. Est-ce qu'il y a eu des études sur le homard, espèce de plus en plus présente dans notre secteur? Moi, j'en ai
pas dans le secteur. Je ne sais pas si Benoît Bruno de l'IMS, s'il est là, pourrait vous répondre. Il travaille sur cette espèce-là. Mais à ma connaissance, on en voit sporadiquement. Je sais que la tendance avec les changements climatiques, c'est qu'il y en a de plus en plus vers la côte nord puis autour d'Anticosti. Mais je ne sais pas s'il y a des projets spécifiques en ce sens-là actuellement. Virginie, si tu souhaites renchérir, ben, juste allumer ta caméra ou ton micro pour répondre à cette question. Je ne vais pas te mettre dans une mauvaise situation. Si ce n'est pas la réponse, ça va. Virginie Roy précise qu'il n'y a pas de recherche spécifique sur le homard dans l'estuaire, selon elle. Bien, donc écoute, je vais en profiter pour te remercier Yannick encore pour avoir donné cet aperçu sur le programme et cette présentation que tu as faite. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir pour notre webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Si vous souhaitez, vous pouvez revoir le webinaire de Yannick prochainement. On le mettra disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, surveillez notre site web puis nos réseaux sociaux. On vous préviendra dès que le webinaire de Yannick sera disponible. En attendant, prenez soin de vous puis à la prochaine. Bye. Merci tout le monde. Bye.